Bonjour à tous, il va y avoir du sport ce soir, comme tous les mardis sur Canal Algérie. Il va y avoir du foot ce soir, puisqu'il y aura le débrief de ce match qui vient de se terminer entre les sélections A' ou A bis, hein, ça dépend, hein, puisque c'est des équipes presque de l'équipe A entre l'Algérie et la sélection des pharaons d'Égypte. Match nul, un but partout au tableau d'affichage. Mais on s'arrête là pour les matchs nuls parce qu'au niveau des cartons, il y en a eu beaucoup, surtout du côté algérien. Et ça compte, ça a compté. Et on pensait que ça allait se terminer sur un coup de dé ou une pièce, tout simplement, parce qu'il y avait une égalité parfaite entre les deux formations dans cette Arab FIFA Cup, c'est comme ça qu'on l'appelle, qui se déroule au Qatar. C'est un tour de chauffe, hein, un an tout juste avant le coup d'envoi de la Coupe du Monde du Qatar 2022. On va en parler d'ailleurs de cette organisation au Qatar, de cette Coupe arabe, d'un niveau assez exceptionnel cette fois-ci sous l'égide de la FIFA. Et puis on va se projeter également, il va y avoir du sport ce soir, sur la Coupe d'Afrique des Nations qui est à quelques encablures. Hein. C'est normalement le 9 janvier prochain au Cameroun. Faïd Saada qui sourit, c'est un de nos chroniqueurs. Mais ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir un ex-international mondialiste, super défenseur, la grande classe, et un gentleman sur le terrain en dehors. C'est Saïd Belkalem qui est avec nous ce soir. Bonsoir Saïd. Bonsoir Riyad, bonsoir à tous nos téléspectateurs. On va débriefer ce match qu'on a regardé avec tension. C'est un match assez particulier en face de vous. Je l'ai dit, Faïd Saada, qui est consultant et chroniqueur de l'émission Il va y avoir du sport, il va y avoir du foot ce soir. Oui, il va y avoir du foot. Bonsoir Riyad. Bonsoir Faïd, à côté de vous, Mahmoud Bougelmouh. Il est rentré rapide au rang. On était au stade olympique la semaine dernière. On se retrouve ici ce soir. On a eu le temps de se reposer un peu, de changer de tenue. Et on se retrouve. Bonsoir Mahmoud, merci d'être là. Bonsoir Riyad, merci à vous. Bonsoir à nos chers invités. Un petit mot peut-être pour remercier. On a reçu énormément de messages sur les réseaux sociaux après la première émission. Un coup de cœur particulier pour le tapis qui nous accompagnait pendant l'émission. Promis, on va essayer de le rapatrier ici dans le studio. Et puis, allez au bout de votre franchise. Il faut être franc ici. Hein, sinon, oui, bien sûr, c'est le but. C'est que la vidéo du stade, elle a eu un énorme succès. Oui, tout à fait. Des dizaines de milliers de vues sur la vidéo du stade. Et ça en dit long. C'est allé à 10 000, je crois, vues sur... Plus, beaucoup plus. Ouais. C'est de bon augure. Magnifique bijou. On attend l'ouverture des Jeux. On y sera. Peut-être que vous y serez aussi. Ce sera magnifique pour ce stade d'ouverture à Oran. Alors, on revient à ce match assez particulier parce que il y a eu une bonne première mi-temps, je vais vous laisser analyser, et puis une seconde beaucoup plus tendue, et les Égyptiens ont pris les commandes, on va dire. Exactement, parce qu'on a bien commencé la première mi-temps, même si certains joueurs, ils ont eu des difficultés à rentrer directement dans le match. On a vu même Blaili, Bounjah tout au début du match, mais après on a su gérer la première mi-temps. On a créé, je crois, beaucoup plus d'occasions que l'Égypte. Et après, en deuxième mi-temps, on a eu quand même des difficultés à gérer cette deuxième mi-temps. On a commis trop d'erreurs et on a pris trop de cartons aussi. C'est des cartons qui ont fait la différence. Et à un moment donné, on avait l'impression, et on va en parler tout à l'heure de la seconde mi-temps, que les Égyptiens ont pris la mesure de l'enjeu des cartons à un moment donné où peut-être les Algériens avaient perdu aussi le milieu de terrain. Et c'est là où ils ont fait beaucoup de fautes. Exactement, parce qu'on a perdu la bataille du milieu de terrain. On devait même certains duels qu'on a perdus au milieu de terrain. C'est ce qui nous a causé ces failles et même qui nous a causé de commettre beaucoup de fautes, soit au milieu de terrain, même en attaque. On a vu même le carton de Hilal Soudani qui était quand même un peu méchant. On va parler des problèmes en défense parce qu'on avait parlé, on avait discuté, vous et moi, sur cette capacité ou cette volonté des attaquants égyptiens de jouer dans le dos des axiaux. Et ils jouent dans l'axe, hein, parce que je parle de ça parce que c'est votre poste, joueur de l'axe. Souvent, nous, on joue sur les côtés. Les Égyptiens vont sur les côtés, mais repiquent dans l'axe et souvent dans le dos des défenseurs centraux. Parce qu'à un moment donné, ils voulaient, tellement ils étaient compacts, ils avaient cette, on va dire,
les défenses et les centraux, ils étaient compacts. Ils ont compris qu'ils ne pouvaient pas les désaxer, ils ne pouvaient pas on va dire, passer une brèche dans ce mur. Donc ils ont commencé à lancer des balles derrière le dos des défenseurs. Et après, heureusement qu'il y a eu quand même l'intelligence de Ben Aïada beaucoup plus, qui a pu utiliser couvrir certaines failles de l'axe central. Alors je me retourne vers Farid. Qu'on n'arrive pas physiquement et techniquement à prendre le jeu à son compte au milieu de terrain, on l'a senti en deuxième période. Et quand on est dépassé au niveau des cartons, il reste quoi à faire? Il faut tuer le match. Dans le jeu, on était dans l'incapacité de créer, d'avoir des actions. On avait un Belaïli, je l'ai dit souvent sur ce plateau, l'équipe nationale, que ce soit l'équipe A ou cette équipe A', a une Belaïli dépendance. Et puis quand Belaïli ne tourne pas, eh ben, ça fait déjà plusieurs semaines que c'est que Bounjah est muet, il a du mal. Et quand il a du mal, il s'énerve, donc il perd encore plus ses moyens. On ne parle pas de ses qualités ou de son talent. Mais aujourd'hui, on n'avait pas la possibilité de tuer le match. Et sur la VAR, on se prend un penalty et c'est fatal. Bon, il faut dire que il faut être mesuré dans nos jugements sur cette équipe nationale. Il faut dire que chacun a eu sa mi-temps. La première mi-temps était pour l'Algérie. Le début de seconde mi-temps était pour l'Algérie avec deux occasions, l'une derrière l'autre, l'une pour Belaïli, l'autre pour Brahimi sur coup franc. Après, il y a un effondrement. Est-ce que c'est un effondrement physique? Est-ce que c'est un calcul, comment dire, peut-être par instinct? Les agents sont revenus dehors pour préserver l'avance au score 1-0. On ne le sait pas. En tout cas, l'Algérie a été trahie deux fois par la VAR, une fois sur le penalty, une deuxième fois sur l'expulsion. Sur le carton rouge. Bon, il y avait déjà un déficit sur le plan des cartons bien avant le carton rouge. Peut-être, moi, je mets ça sur le compte de l'inexpérience de certains joueurs, le manque de fraîcheur physique, parce que les deux premiers matchs n'ont pas été très intenses physiquement. Le premier match était facile, il était plié en première mi-temps. Le deuxième match, c'était attaque-défense contre le Liban. Donc, il y a eu dépense d'énergie. Là, c'était un match intense. Et là, c'est un match de haut niveau. Voilà. C'est le meilleur match du tournoi jusqu'à maintenant, de l'avis unanime de tous ceux qui ont suivi le match. C'est le meilleur test pour la sélection aussi. Vous l'avez vu, c'est vraiment un match de niveau mondial. Hein. L'arbitre, même s'il a sorti beaucoup de cartons, il était bon. On a fait beaucoup de fautes. Ouais, il était correct, l'arbitre, sur ça. C'est le match le plus disputé, il me semble. On a vu, et je rejoins Farid sur l'idée du manque d'expérience. On l'a vu sur le carton rouge, Titaraoui sur sa première action qui met un tacle ultra violent sur c'est l'invité surprise en plus de l'équipe. À la place de Abid, et même sur cette nervosité, cette impatience un peu de nos joueurs dès la deuxième demi-heure, on est rentré dans ce schéma mental, si je peux le dire. Alors, vous faites bien de parler de mental et de schéma. Saïd, on avait l'impression que, surtout après le but, hein, c'est un peu chanceux aussi pour l'Algérie. On va être honnête. C'est une frappe, elle était cadrée, mais pour tromper le gardien, il fallait qu'elle soit déviée. D'ailleurs, elle était millimétrée, elle est partie petit filet, juste derrière ses poteaux rentrants presque. Hein, et l'Algérie a pris la mesure de son adversaire parce qu'on menait au score. Et puis plus les minutes s'égrenaient, surtout en seconde période, et puis quand on rate, on doute. Des occasions, ouais. Et est-ce qu'à un moment donné, quand vous êtes sur le terrain, est-ce que ça vous arrive de se dire, il reste pas beaucoup de temps, je vais calculer, je mène un but, il faut que je reste premier. Est-ce que ça travaille dans la tête? Et puis le physique qui commence à flancher aussi. Exactement. Quand on arrive à suivre physiquement, automatiquement, psychologiquement, on aura du mal à garder cette concentration dans le match, ce qui a causé des difficultés pour nous, surtout quand ils nous ont marqué, quand on a concédé le but. C'est un but qu'on a encaissé bêtement, on va dire. Donc c'était difficile par rapport à un coup de pénalty. Il est valable le pénalty à votre avis? Ouais, il est valable à 100%. En fait, il n'y avait pas volonté de faire faute, mais il s'est troué là. Et il a joué le pied du... Mais dans la réglementation, dans une nouvelle réglementation d'arbitrage, quand il y a une faute caractérisée sur un joueur, même si elle n'est pas intentionnelle, c'est faute, que ce soit dans la surface ou en dehors. Il a vraiment fracassé la cheville. Hein. Voilà, on l'a vu avec
dégagement de Touga, il voulait dégager le match, il ne voulait pas agresser le joueur, mais il a tapé sur le pied du joueur. Et encore pour Tetraoui, il était en retard sur le ballon, il voulait tacler, mais dans son élan, il a emporté le genou du joueur égyptien. Il n'y avait pas mauvaise intention, mais il y a eu un acte, et dans les nouveaux règlements de l'arbitrage, c'est une faute. Ok, c'est une faute, c'est un nouveau règlement, ok, mais il faut le voir aussi. Il faut le voir, et il faut le voir. L'arbitre l'a vu avec la VAR. Saïd, la VAR a révolutionné le monde du sport. Le destin d'un match peut basculer, et il a basculé cette fois-ci avec la VAR. Oui, justement. C'est pour ça qu'ils ont utilisé cette technologie dans le football. Et voilà. Est-ce que vous, en tant que joueur, vous trouvez que c'est honnête? Parce que la VAR, elle peut vous sourire et puis elle peut vous desservir aussi. Mais parfois, souvent dans le championnat algérien, on entend Masfroche penalty, on nous a volé, il y avait penalty, etc. Mais la VAR, elle est là aussi pour rendre justice aussi. Exactement, on va dire pour rendre justice, mais elle est compliquée pour nous, surtout pour les défenseurs. Tout le vice et l'intelligence de certains défenseurs. On a perdu un petit peu, on va dire, ce jeu. Alors, moi c'est vrai, parce qu'il se passe des choses sur le terrain que même la caméra parfois n'arrive pas à voir, à saisir. Là, vous pouvez nous le dire. Alors, c'est qui le plus vicieux? C'est les défenseurs ou c'est les attaquants? Et les attaquants vicieux, Suarez, il est hyper vicieux. C'est difficile de défendre sur Suarez, par exemple. Moi, je parle de niveau, mais ça arrive aussi que l'attaquant, Ravanelli aussi, était un super acteur. Il a simulé... Même l'actuel entraîneur de l'Inter de Milan... j'ai oublié son nom. Ça va nous revenir. Oui. Là, à l'avant-centre, ils étaient deux frères. Il était à la Lazio. Inzaghi. Ah oui, il était toujours à la limite du hors-jeu. Vous parlez de Pipo? Ah oui. Pipo Inzaghi. Un acteur Philippe aussi. Inzaghi, grand plan. Oui, aussi. Un grand il est très égoïste. Il donne c'est soit il marque, soit il rate. C'est incroyable. Mais est-ce que ça casse pas, je voulais poser la question à Saïd, est-ce que ça casse pas l'émotion du moment? Ça casse l'émotion et ça casse le rythme du match aussi. Ouais. Donc, et même ça peut nous causer des problèmes dans, on va dire, la domination pendant un match. Donc voilà, certains. Souvenez-vous de la VAR qui a été vérifiée contre nous, je crois, en finale de Coupe d'Afrique c'était face au Sénégal, où il y avait suspicion de pénalty et finalement il a été annulé. Ouais. Mais le temps s'est arrêté à un moment donné et ça casse. Il a raison, Mahmoud, ça casse le rythme d'un match et on s'arrête, on ne sait pas. Exactement. Oui, mais c'est mieux que d'avoir une décision erronée. On préfère patienter un peu plutôt que de subir une injustice. Je préfère ça. Mais aujourd'hui, l'arbitrage a été très bon et la VAR a rendu justice. Voilà. Moi, je pense qu'il n'y a pas de problème d'arbitrage. Il faut voir le contenu du match. Et là, c'est vrai que le milieu était inédit. Pour la première fois, Debka et Brahimi qui jouaient ensemble. En première mi-temps, ça marchait parce qu'il y avait une domination nette de l'Algérie en première mi-temps et aussi en deuxième mi-temps. J'ai entendu, quand on regardait le match, il y avait du mouvement. Après, il n'y a plus de mouvement. Parce que c'était statique. Il n'y a plus de solution pour Brahimi. En première mi-temps, il gardait la balle et tout. Mais en deuxième mi-temps, il a eu des difficultés à donner la balle. Parce que peut-être il y a eu un effondrement sur le plan physique, mais surtout parce que vous savez... Youssef Belaili, il y a toujours du bon et du mauvais Belaili. Il y a eu du bon sur le but, sur l'occasion de... Mais il y a eu beaucoup de mauvais Belaili. Il a été trop individualiste aujourd'hui. Il y a eu des moments qui donnent la balle et la donnent. Là, ils ont fait une bonne lecture du jeu de Belaili. Et quand tu as un attaquant comme ça qui a l'habitude de faire ce qu'il veut et qui met dans le vent tous les défenseurs, on l'a senti frustré, énervé. Il a fait beaucoup de fautes. Il a pris un carton aujourd'hui. Bête, en plus. Non, mais ça, c'est l'énervement. Les Égyptiens, ils ont compris que voilà, la presse, donc ils sont partis le bloquer à chaque fois. Comme tous nos adversaires à chaque fois. Et est-ce qu'ils ont aussi compris qu'il fallait jouer sur les fautes? Est-ce qu'ils ont provoqué nos fautes aussi? Ça, c'était à la fin du match parce qu'ils ont compris que le match a été plié. Mais c'était décisif parce qu'on était à 3-3 avec Soudani. Le carton, la faute contre Soudani, on aurait pu un peu gérer, mais après c'est parti. C'est ça le manque. Quand on parlait de manque d'expérience, ça c'est des moments à gérer parce que ce critère de fair play, c'est nouveau. Avant, il y avait 3 critères. Les nombres de points, la différence générale et la différence particulière. Maintenant, pour éviter autant que possible le tirage au sort qui est aléatoire, qui est parfois injuste, on a rajouté le critère du fair play. Mais là, c'est une culture à acquérir. Les joueurs n'ont pas été assez instruits sur la nécessité de garder son calme. Mais là, le critère, il est bon parce que moi, je préfère encore que les Égyptiens gagnent le match, enfin,
remportent la première place parce qu'ils ont fait moins de fautes, ils ont été plus fair-play qu'une pièce. C'est injuste quand même le tirage au sort. Et encore, alors pour l'anecdote, cet après-midi, je me suis amusé à revoir c'est-à-dire les fiches techniques des matchs de la phase de groupe des éliminatoires de la Coupe du Monde 2010, quand il y avait l'Égypte et l'Algérie dans le même groupe. Vous savez qu'il y a eu un match d'appui à la fin à Abdelbel. Pourquoi? Parce qu'il y avait égalité parfaite. Et bien, s'il y avait eu le classement du fair play, c'est l'Égypte qui passait. Parce que l'Égypte avait moins 11 et l'Algérie avait moins 8. Sur tout le tournoi. L'ensemble du tournoi. Pas sur la confrontation. Non, parce qu'il faut voir tous les matchs, les 6 matchs du groupe. Donc voilà, on avait échappé belle à cette époque et aujourd'hui, ça n'a pas pu être là. Vous n'avez pas encore le pouvoir de refaire l'histoire. Je me demande si cette injustice, après tout, c'est pas aussi du football et ce qu'on aime. On aime voir des injustices, on aime voir des fautes d'arbitrage. Ça rajoute un peu. C'est un sport un peu fou. Parfois, il est injuste, parfois c'est beau, parfois il fait pleurer, parfois il fait rire. Est-ce qu'on n'est pas en train de tuer avec toute cette. Je sais pas, c'est la question que je posais. On peut le révolutionner aussi. Donc voilà, on peut rectifier cette justice à travers la technologie. Et je crois que ça en a tout positif pour nous aussi. Mais on a été longtemps, le foot, on a été longtemps réticent à ces progrès. On avait même rajouté, souvenez-vous, les 5e arbitres sur les côtés. Pour les surfaces de réparation. En Europe, ça c'était voilà, on avait tout essayé. Ils ont tout testé. Mais par exemple, les Américains, ils sont beaucoup plus ouverts dans le football américain. Alors, d'abord, il y a plusieurs coachs. Des coachs qui sont sur la pelouse, il y a les coachs des défenses, les coachs des attaques. Pas seulement le sport américain, le tennis, l'escrime, le judo, le karaté, tous ces sports vont voilà. On revoit la photo pour voir si la balle de tennis est out ou elle est pleine ligne et on peut revoir. C'est valable pour le volley, c'est valable pour les sports où c'est-à-dire c'est précis, il faut une précision et tout, c'est accepté. Le football, c'est accepté depuis quelques années seulement. Et maintenant, c'est pas encore popularisé. Maintenant, dans le championnat algérien, il n'y a pas la VAR. Dans les éliminatoires de la Coupe du Monde, il y avait si une équipe, c'était pas systématique, c'était pas une obligation. Mais les sélections qui voulaient utiliser la VAR, elles pouvaient l'utiliser. Mais il y a des gens qui craignent la VAR parce que ça peut les aider. Ça peut les désavantager, d'où ces craintes. Donc ils préfèrent au moins mettre, s'il y a une erreur, la mettre sur le dos de l'arbitre plutôt que d'assumer une erreur soi-même. Mais là, ça a été imposé pour les matchs de barrage, de qualification. Oui, tout à fait. Les matchs barrage, il y aura. Positif pour nous. Voilà. Alors, on va revenir sur la compétition en elle-même pour ceux qui ont suivi à peu près le tournoi. On parlera de l'organisation tout à l'heure, mais du niveau de la compétition, qu'est-ce qui vous a marqué? Est-ce que vous avez été surpris? Moi, j'ai un peu été surpris par la Syrie qui a coiffé au poteau la Tunisie 2-0. Même aujourd'hui, le Liban qui a battu le Soudan quand même. La Mauritanie oui. Non, moi, le niveau était juste moyen, il faut le dire globalement. Aujourd'hui, on a vu le match le plus intense. Les deux meilleures équipes du tournoi, en gros. Voilà, et il y a manifestement, et ça va se voir dans les tours à élimination directe, il y a une différence entre les grands de l'Afrique du Nord et les pays asiatiques. Il y a une différence de niveau. Les pays africains, mis à part le Soudan, et même la Mauritanie a gagné quand même un match, sont beaucoup mieux techniquement, physiquement, tactiquement que les pays du Golfe. Les pays du Golfe, il y a une déception. Mis à part le Qatar, et encore c'est le pays organisateur, les Émirats sont passés sans convaincre. L'Arabie Saoudite a été éliminée et la bonne surprise est venue de pays considérés comme des pays en guerre, comme la Syrie ou la Palestine, qui ont montré que même en étant en guerre, ils ont de belles équipes de football. Alors, maintenant, on va parler de l'organisation en elle-même, parce que le Qatar veut montrer au monde qu'il a la capacité d'organiser une grande Coupe du Monde. On va voir ce sujet signé Sid Ahmed sur toutes les infrastructures qui sont déjà prêtes pour la Coupe du Monde et qui donc ont accueilli les équipes arabes pour ce tournoi Arab Cup FIFA. On regarde le sujet, on revient en parler tout de suite après. Des stades 8 au total verront les meilleurs joueurs de la planète fouler leur pelouse. Des infrastructures à la pointe de la technologie.
Pour impressionner le monde et être à la hauteur des espérances, le Qatar a construit 6 nouveaux stades et modernisé 2 autres. Le match d'ouverture et la finale auront lieu au Lusail Stadium, une enceinte de 80 000 places qui sera livrée en 2022. Les stades El Beit et El Janoub, quant à eux, peuvent accueillir jusqu'à 45 000 spectateurs chacun. Le stade Khalifa International, le plus grand du pays jusqu'à présent, a été lui rénové pour l'événement. Le stade 974 est le premier stade démontable dans l'histoire de la Coupe du Monde. Il est aussi transportable et réutilisable et peut accueillir jusqu'à 40 000 spectateurs. Rendez-vous est pris pour le 21 novembre prochain. Plateau, il va y avoir du sport, vous l'avez vu messieurs, des infrastructures superbes, des stades magnifiques. À votre avis, Belmadi a dit que ce sera une des plus belles Coupes du Monde. Est-ce que c'est votre avis? Ouais, je dirais oui. Vu qu'au niveau de l'organisation, au niveau de préparatifs par rapport à cette compétition, quand même c'est un pays qui a mis du temps, et il a investi même de l'argent pour que cette compétition soit, on va dire, un chef-d'œuvre pour tous les pays, ou un exemple pour tous les pays du Moyen-Orient. Et voilà, en plus le Qatar c'est un pays accueillant, donc voilà, un peuple accueillant, donc je pense qu'on va réussir cette... J'ai été J'allais vous poser la question, c'est l'exemple même du soft power. Hein. Ouais. Ils ont préparé cette Coupe du Monde. Même le recrutement au Paris Saint-Germain, le club qui appartient au Qatar, on a choisi cette saison Coupe du Monde, pour avoir le meilleur joueur du monde. L'image de ce pays, elle inspire le football. Clairement, non, moi j'étais impressionné par la cérémonie d'ouverture qui était juste grandiose. On n'a jamais vu ça, même pas pour une Coupe du Monde. Hein. Généralement, les cérémonies d'ouverture du monde, c'est symbolique, il y a un ou deux chanteurs, quelques drapeaux et voilà. Là, ils ont fait les choses en très grand, avec des hologrammes, une interprétation des hymnes nationaux des pays arabes qui m'a foutu les chairs de poule. Vraiment, c'était très beau. Et ils ont fait chanter des artistes vivants et également avec les hologrammes des artistes qui sont apparus il y a quelques années. Oui, bon, déjà le fait, en général, dans les précédentes éditions, on organisait la Coupe des Confédérations l'année après une édition de Coupe du Monde pour tester les installations. C'était 8 équipes, donc 2 groupes. Là, c'est 5 groupes, donc la moitié du nombre de sélections du monde. Donc déjà, c'est une répétition à grande échelle. Ils n'ont pas peur des répétitions, ils ont faim d'organisation. On en parle tout à l'heure, ils ont même envie de faire la Coupe d'Afrique que le Cameroun a du mal à accueillir. Et je me rappelle quand, durant la Coupe d'Afrique des Nations 2010 en Angola, j'étais en couverture, il y avait un stand, un grand pavillon sur la candidature du Maroc pour la Coupe du Monde 2010. Déjà en 2010, ils préparaient cette Coupe du Monde 2022. Donc vraiment, ils ont mis les moyens, ils ont voulu organiser ça. Là, sur les moyens, ils ont mis de paquet, il n'y a rien à dire. Maintenant, le plus gros problème, là où tout le monde les attend, c'est le public. C'est voilà, la capacité à accueillir les supporters de 32 nations. Voilà. Je pense que c'est le match qui a le plus rempli les... Non, mais là, c'est pas le week-end aujourd'hui. Non, mais là, regarde, ça, c'est des locaux, là. C'est des gens qui travaillent au Qatar, qui vivent au Qatar. Là, la grande question, est-ce qu'ils pourront... l'horaire aussi. C'est le match du soir, les gens ont fini leur journée de travail, ils peuvent se déplacer... Ok, mais maintenant le grand défi, est-ce qu'ils pourront accueillir des supporters de 32 pays? Ils vont venir, il faut les héberger, il faut les nourrir. La pandémie aussi qui est encore là. Voilà, ils ont même prévu des hôtels flottants sur des bateaux pour accueillir. C'est ça le grand défi. C'est pas les infrastructures, c'est pas l'organisation, c'est pas le transport. C'est la capacité d'accueillir les supporters. Et c'est là où tout le monde les attend. Et d'accepter les modes de vie occidentaux aussi. Et d'accepter les modes de vie occidentaux. Mais bon, ils l'ont un peu montré quand on voit les tribunes de multicolores, de familles dans les stades. Mais non, en parlant de capacité, il y a eu le défi aussi de Tokyo, du Japon. Je ne sais pas s'il y a eu beaucoup de visiteurs pour
ce tournoi. Non, c'était à huis clos, à cause de la Covid. C'était à huis clos. Alors, est-ce qu'on risque, et ça c'est une question que je pose, on risque de revivre les Jeux Olympiques au Qatar et d'avoir des Jeux à huis clos juste avec les... Oh non, ne nous dites pas ça. Non, les non, gars. C'est assez long là, 2 ans. Enfin, 2 ans, c'est dans un an. Non, c'est dans un an. C'est dans un an. Non, je veux dire 2 ans de pandémie, c'est assez long là. On a assez payé là. Donc le message c'est il faut se vacciner, voilà. Il faut se vacciner, mais là on espère que ça va aller. Non, mais je dis, est-ce que c'est un scénario plausible ou vous pensez qu'on s'est éloigné de ce risque de supporter zéro? Mais qui s'attendait à ce variant Omicron il y a 2 ou 3 semaines? Personne ne s'y attendait. Peut-être qu'il y a un variant qui va sortir du Qatar ou d'un pays voisin, on ne sait jamais. C'est-à-dire avec cette maladie-là, on espère que d'ici là, on sera débarrassé de cette maladie, qu'on retrouvera les Coupes du Monde comme on les connaît, avec beaucoup de monde, avec beaucoup de chaleur, etc. Voilà, comme on a vu, on a eu un aperçu avec cette coupe arabe, mais c'est à petite échelle. Là, il faudra des supporters des 4 coins du monde, de 32 pays. Et c'est là le vrai test du Qatar. On a vu l'Euro qui était quand même une réussite de ce point de vue. À partir des demi-finales, les stades étaient pleins. C'était en Angleterre à l'été dernier. Je vois mal les supporters anglais se balader dans les rues de Doha, mais je demande à voir. Si rue il y a. Non, on va rester quand même optimiste. On va rester optimiste parce que la Coupe du Monde, ça a toujours été une fête. Et puis la rencontre de plusieurs cultures, de plusieurs nations, de plusieurs continents. Et puis il n'y a pas, Mahmoud, ça c'est notre avis, nous les Algériens, journalistes ou sportifs, sur l'organisation et la capacité du Qatar. Vous avez questionné un de nos confrères tunisiens, notamment son avis sur la compétition et sur l'organisation du Qatar. Effectivement, on a voulu prendre la température un peu chez nos pays, chez des pays voisins et chez des pays qui participent à cette compétition. Donc on a pensé bien sûr à nos frères. Les Tunisiens ont eu chaud dans le tournoi. Qui ont eu chaud, surtout au deuxième match. Il nous le racontera d'ailleurs. Voilà, donc c'est Ahmed Addala de la Radio Mosaïque, qui est un peu le média fort en Tunisie. Qui ne pouvait pas être là avec nous à cette heure-ci parce qu'il est en direct sur sa radio. Donc on a enregistré cet après-midi un entretien avec lui et on va le voir. On va écouter notre confrère de Radio Mosaïque. Première question, bien évidemment, au sujet de cette Coupe arabe 2021 au Qatar. Nouveau format, grande répétition, on va dire, pour la Coupe du Monde 2022. Alors, vos impressions sur ce tournoi de la Coupe arabe 2021? Tout d'abord, marhaba à tous nos chers téléspectateurs de Canal Algérie. C'est toujours un immense plaisir de partager ces moments avec nos frères algériens. On est vraiment un seul peuple. Donc, à propos de cette Coupe arabe, de ce format de la Coupe arabe, de cette nouvelle édition de la Coupe arabe, elle prend vraiment de l'ampleur. On a vu vraiment une organisation au top. J'étais présent pour la Coupe du Monde en 2018 en Russie. Et là, je vois que le Qatar a mis la barre très très haute avec des stades et des moyens de transport qui sont vraiment... tout a été très très bien étudié. On le voit via l'image transmise par la télévision ou encore via les messages qu'on reçoit et les informations qu'on reçoit de la part de nos collègues sur place au Qatar. Je pense que le Qatar a un an. Le Qatar est déjà prêt à accueillir cette Coupe du Monde et je pense aussi que le format de la Coupe arabe est vraiment très intéressant. Après, certainement, le prize money aussi, il est très intéressant. Les sélections qui sont présentes, pratiquement par l'équipe A, excepté quelques sélections comme l'Arabie Saoudite ou encore l'Algérie, qui est partie avec son équipe A', mais qui était en train de préparer cette compétition depuis longtemps, parce qu'à chaque fois qu'il y a un stage pour l'équipe A, il y avait un stage avec Majid Bouguerra pour l'équipe A'. Et là, d'où on comprend vraiment l'importance de cette compétition et de son prize money. Après, pour cette Coupe arabe, je pense que l'avenir, ça serait très difficile parce que le Qatar a mis la barre très, très, très haute. Je pense que je me demande d'ailleurs quel est le pays qui serait capable d'organiser une autre Coupe d'Arabe avec les mêmes moyens et le même format. Une première rencontre dominée de la tête et des épaules par les Aigles de Carthage. Une petite chute, on va dire, contre la Syrie et une qualification acquise hier face aux Émirats Arabes Unis. Alors, votre bilan sur les performances de la sélection tunisienne? On a
On a été déçus par cette défaite surprise contre la Syrie, 2-0 au deuxième match. On était très contents, on était très satisfaits par rapport à la première sortie des Aigles de Carthage. C'était contre la Mauritanie, une sélection qu'on connaît évidemment. On a joué contre eux lors de la 2019, lors des éliminatoires de la Coupe du Monde 2018 au premier tour, après lors de la CAN 2019, maintenant contre la Mauritanie encore une fois lors des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022, et on s'apprête à jouer contre eux lors de la CAN 2021, 2022, 2021 plus 1, et là on tombe dans la même poule pour la Coupe arabe. C'est vrai que la Mauritanie, elle passe par une période transitoire un peu difficile. Le départ de Corentin Martins après pratiquement 6 ou 7 ans, il a mis des nouvelles règles, il a construit une nouvelle équipe, une nouvelle génération dans la sélection mauritanienne. Et là, on les bat d'entrée 5 buts à 1 avec la manière, avec un retour d'un joueur que vous connaissez très bien en Algérie, Yassine Chekhaoui, qui n'a pas mis les pieds en sélection depuis 5 ans et demi ou 6 ans, voire 6 ans. Et là, il revient pour la Coupe arabe et malheureusement pour lui, il est entré en jeu contre la Mauritanie, il s'est blessé dès le premier match, il est out pour pratiquement jusqu'à la fin de la compétition, logiquement. Mais là, on était vraiment très contents, très rassurés, très satisfaits par rapport à ce qu'on a vu lors de la match de la Mauritanie. Après, on a eu ce choc contre la Syrie, une équipe qui part avec la troisième équipe, avec un entraîneur qui vient tout juste de débarquer 2-3 jours avant la compète. Et là, on prend ce gifle, on prend un petit box, et là, on perd 2-0. Personne n'a compris ce qui s'est passé. Et puis, on était dos au mur. Il fallait gagner contre les Emirates, une équipe qui produit du jeu, qui va faire parler d'elle au deuxième tour, et on gagne 1-0, on fait le nécessaire. Là, on passe au quart de finale. On aura évidemment un adversaire de taille, le Brésil asiatique, le Brésil des Arabes, c'est l'Oman, Oman qui joue la contre-attaque. Ils ont des attaquants extrêmement rapides, et là, on n'a plus droit à l'erreur. Il faut aussi dire que la Tunisie est partie disputer cette Coupe arabe dans le doute, parce qu'il est question de limoger l'entraîneur, le sélectionneur, mais apparemment cette échéance a été reportée à une date ultérieure. Et là, on est dans le doute, mais on est vraiment, on reste l'un des prétendants pour ce titre, évidemment avec l'Algérie, l'Égypte et le Maroc. C'est tout ce qu'on vous souhaite. Oui, voilà, notre confrère donc, tunisien qui nous a détaillé un peu ce qui se passait, comment a été vue aussi la compétition en Tunisie et l'engouement qui prenait. On le retrouvera un peu plus tard dans l'émission au sujet de la CAN et de l'hypothétique délocalisation, merci, au Qatar. On va en parler. Alors, on va me dire à l'oreillette si on l'a avec nous. C'est quelqu'un qui connaît bien les confrontations entre l'Algérie et l'Égypte. Il en a vécu certaines assez mouvementées. C'était en 2009, hein, c'était l'épopée, le Caire, Omdurman. Après 2010, Coupe d'Afrique des Nations en Angola, demi-finale. Il avait même marqué un superbe but à Blida, vous voyez de qui je parle. C'est Karim Matmour qui est en direct avec nous au téléphone ce soir. Karim, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Comment ça va? Alors ce soir, il n'y a pas eu de vainqueur, même s'il fallait, choisir le premier du groupe. C'était au nombre de cartons. C'est la nouvelle philosophie de la FIFA, hein, la philosophie fair play. Mais les deux équipes aujourd'hui, c'était du costaud, surtout du côté égyptien. Ah oui, c'était un match vraiment particulier, avec un engagement des deux équipes. Mais après, voilà, dans un derby comme on a l'habitude entre nos deux pays, ça ne m'a pas surpris. Et le match nul me paraît cohérent. Cohérent et équitable. On en a parlé tout à l'heure avec Saïd Belkalem. Il y a eu à un moment donné une emprise et une domination au milieu de terrain. Ça a fait la différence et puis ça a fait basculer les duels. Les Algériens ont concédé beaucoup de fautes, ce qui a fait sortir beaucoup de cartons par l'arbitre argentin. À un moment donné, oui, ils ont eu un peu cet avantage-là où ils ont réussi à trouver quelques difficultés, mais après, du coup, c'est plutôt, faut voir, moi je vois toujours le verre à moitié plein.
parce que du coup, ça permet au staff technique d'anticiper ce cas de figure-là pour les prochains matchs et pour mieux se préparer lorsqu'il y aura des adversaires qui vont jouer de la même façon dans les matchs à venir. Alors, vous avez vu le stade et tous les stades d'ailleurs de Doha, du Qatar, sont du même acabit avec la même classe. Qualité de la pelouse, qualité des stades. Tous les stades sont climatisés, même si en novembre il fait 20 degrés, 22 degrés. Est-ce que vous faites partie des sceptiques de l'organisation au Qatar ou plutôt vous pensez que ce sera une belle et grosse Coupe du Monde ? Non, une fois que la compétition elle aura démarré, ça sera, je pense, une Coupe du Monde magnifique. En plus, j'ai entendu, alors je suis arrivé, j'ai pas tout entendu vos commentaires par rapport à ça, mais ce que je peux rajouter aussi, c'est le fait que ce soit du coup un petit pays et que toutes les rencontres seront quasiment dans la même ville. Donc il y aura un engouement encore un peu plus fort parce que du coup, il n'y aura pas ces... par exemple, quand on était nous en Afrique du Sud, il faut voyager d'une ville à l'autre, c'est loin. Donc les supporters ne se croisent pas forcément, alors que là, il y aura, je pense, un vrai esprit de Coupe du Monde. Donc, ouais, non, je pense que ça va être une belle compétition sur place. Alors, vous avez beaucoup d'anciens coéquipiers qui sont sur le banc, avec Majid Bouguera, également Mohamed Ben Hammou et Mesbah qui sont sur le banc. Vous les aviez rencontrés d'ailleurs ici à Alger lors de la Coupe d'Afrique 2019, vous étiez consultant. Est-ce que cette équipe prime A bis, parce qu'il y a des joueurs aussi de l'équipe A de Belmadi, ce tournoi il pourrait apporter quoi à Belmadi pour préparer cette Coupe d'Afrique qui est à nos portes au début janvier? Déjà, ça apporte une dynamique. Dans tous les cas, il y a une bonne dynamique qui a été lancée là par notre équipe nationale et aussi de mettre en valeur certains joueurs qui n'ont peut-être pas eu du temps de jeu avec notre équipe A. Donc il y en a quelques-uns qui ont cette opportunité-là de se montrer et de montrer qu'ils seront à la hauteur pour de grands événements comme j'espère qu'on ira pour la Coupe du Monde et que voilà, dans ce cas-là, ils auront leur chance, quoi. Restez avec nous, Karim Matmour. J'espère que vous écoutez tous les présents sur le plateau. Je vais vous poser la même question, Saïd Belkalem. Cette Coupe arabe, j'espère qu'on ira le plus loin possible. Pourquoi pas aller la soulever? Belmadi, il a dit, on lui a rayonné, il a fini par la soulever, la Coupe d'Afrique. Ça va apporter quoi d'abord à l'équipe de Bouguera, qui vient de commencer, tout à l'heure vous avez dit... c'est tout nouveau pour lui, c'est vrai, on peut faire une belle carrière de joueur. On va parler tout à l'heure avec Karim Matmour de sa carrière d'entraîneur lui aussi. Ouais. Ça peut apporter quoi à Belmadi? Des enseignements, des joueurs, des joueurs plus en forme? Ouais, donc il y a le côté positif de cette compétition et le côté négatif qui fait que cette compétition, ça va jouer sur 18 jours. Il y a un laps de temps de récupération. Ça veut dire on va jouer, on va y aller le plus loin possible dans cette compétition, ce que je souhaiterais. Et pourquoi pas remporter cette coupe. Donc l'inconvénient c'était ça. Donc on devait jouer chaque 3 jours. Donc pour certains joueurs ça va être très très difficile. Parce qu'au départ, Belmadi, il a dit les joueurs de l'équipe A qui vont jouer, ils vont pas trop jouer, ils vont juste prendre. Mais là, l'appétit vient en mangeant. Et Bouguera, il est obligé de mettre sa meilleure équipe sur le terrain. Je pense qu'il va pas prendre ce risque, parce que voilà, c'est une compétition à étudier par rapport entre Majid et Jamel. Donc après, voilà, ça va permettre aussi pour certains joueurs qui montent en compétition de retrouver leur niveau précédent et pourquoi pas améliorer leur forme aussi physique. Donc je pense que voilà, c'est un point positif pour Jamel et même pour Majid aussi. Donc pour Majid, ça va l'aider dans cette compétition, s'il peut faire ou bien se montrer que... On n'a pas mis trop la pression sur Bougui en lui disant on est parti pour la gagner, ou est-ce qu'il fait du Belmadi bis? Lui aussi, il est obligé de dire... C'est vrai, mentalement, il faut dire à son équipe, on est là pour gagner, on n'est pas là pour participer, mais c'est une pression supplémentaire aussi pour eux. Voilà, il ne voulait pas mettre de la pression sur les joueurs, je pense. Voilà, publiquement, il n'a pas dit, mais dans le vestiaire, je crois, ou même pendant les entraînements, tout ce qui se dit à l'intérieur de l'équipe, donc ils savent très bien pourquoi ils sont partis. Et voilà, c'est quand même l'Algérie, c'est une équipe à battre, que ce soit la première équipe ou la deuxième équipe, donc ça reste quand même une équipe à battre.
Et j'imagine mal un entraîneur ne pas dire à son équipe qu'on y va pour la gagner. Ouais, bien sûr. À plus forte raison, depuis l'ère Belmadi. Avant Belmadi, on disait on va pour participer. Là, Belmadi il avait dit je vais gagner la Coupe d'Afrique. Il a gagné. Il a dit je vais faire un bon parcours en Coupe du Monde. Il est sur le chemin pour le réaliser. Donc, Medji Bouguera ne peut pas revenir à l'avant Belmadi et dire on va aller pour participer. Il est obligé de dire qu'on va aller pour essayer de la gagner. Il a dit on va essayer de la gagner. Il n'a pas dit on va gagner. Mais il a dit qu'on ira en conquérant. Oui, mais avant Belmadi, le discours c'était, souvenez-vous, hein, d'ailleurs tous les coachs qui signent en équipe nationale, c'est contrat demi-finale, contrat quart de finale, c'était ça en réalité. Oui, mais il ne peut pas revenir en arrière. Jamal Belmadi a mis la barre très haut et Medji Bouguera ne peut pas dire moins que ce que dit Jamal Belmadi. Sinon, il va s'accorder, il va économiser sa réputation publique. Ouais. Voilà, donc il est obligé de dire qu'on va aller pour gagner. Alors, on va écouter et regarder ce sujet de Salah Derbel sur à quoi sert cette Coupe arabe pour l'équipe de Belmadi qui prépare la Coupe d'Afrique des Nations. Nous sommes avec Saïd Belkalem, Karim Matmour en direct d'Allemagne et puis Mahmoud Bouguelmouh et Saada. On revient tout de suite après ce sujet. À quelques semaines du début de la CAN, les spéculations ont déjà commencé sur la liste qui sera retenue par Jamel Belmadi pour le grand tournoi continental. Au moment où quelques-uns de ces joueurs sont en train de disputer la Coupe arabe des nations pour l'équipe nationale à prime. Le tiers des joueurs de cette sélection figure déjà dans la liste élargie de Belmadi. Cette compétition arabe offre aux joueurs un maximum de temps de jeu, notamment les joueurs de l'équipe première, en vue de la prochaine CAN. La priorité, c'était donner du temps de jeu et de la compétitivité à des joueurs de l'équipe A comme Bagdad, Belamri, Bedran, Belaili. Donc des joueurs qui sont concernés par la A actuellement. Donc ça c'était la priorité du coach. Après des joueurs qui sont proches, comme des Tarat, des proches du retour, qui sont Tarat, Raimi et Ben Ayada. Donc des joueurs sur qui le coach a compté auparavant ou qui compte peut-être ou pas. Après ça sera lui qui décidera. Mais leur donner du temps de jeu pareil, parce que leurs championnats seront à l'arrêt. Jamel en avait parlé lors d'une conférence de presse. C'est clair, c'est leur donner le bon dosage. Donc Jamel sera sur place au Qatar. Donc on sera toujours bien sûr toujours en contact. On aura Rémi qui est avec nous justement qui est aussi en équipe A. Donc voilà, l'essentiel c'est de leur donner le bon dosage pour être compétitif à la CAN, ne pas les cramer, ça c'est sûr. Donc il y aura un turnover sur ces joueurs-là, c'est sûr. Une occasion également de transmettre leur expérience aux plus jeunes. Avec l'opportunité d'avoir les joueurs à l'équipe A, qui ont cette expérience-là de la CAN, qui vont le transmettre justement aux autres joueurs, aux plus jeunes. Voilà. Voilà. Moi je suis confiant, Inch'Allah. Une opportunité pour les joueurs de l'équipe A qui gardent le rythme de la compétition grâce à cette coupe arabe, puisque leurs championnats sont à l'arrêt. Les A', quant à eux, seront un réservoir pour Jamel Belmadi, où il pourra puiser en cas de besoin pour la Coupe d'Afrique des Nations. Alors Karim Matmour, comme on l'a entendu dans le sujet, est-ce que Jamel Belmadi, je rappelle que la Coupe d'Afrique c'est normalement le 9 janvier prochain, est-ce qu'il pourrait puiser dans cette équipe des A', à part les joueurs des A, hein, est-ce que des joueurs pourraient lui taper dans l'œil, ou alors il a déjà à votre avis son équipe dans la tête et sauf accident, c'est ces titulaires qui iront au Cameroun? Ce qui est clair, c'est qu'il a 80% de l'équipe dans sa tête. Après, il y a 20% de surprises qu'il y aura en fonction des performances des joueurs qui brilleront pendant cette compétition ou des joueurs qui brilleront, qui ne sont pas dans cette compétition, qui brilleront dans leur championnat, que ce soit en Algérie ou en Europe, un peu partout. Moi, je voulais aussi juste rebondir sur une chose avant tout à l'heure. Vous parliez par rapport à Majid, les ambitions. Si je peux me permettre, alors c'est vrai que c'est notre équipe nationale qui joue.
Jamel Belmadi a mis la barre très haute, mais ce qu'il faut savoir, c'est que Majid, il a une équipe nouvelle, qui n'a pas l'habitude de jouer ensemble, qui n'a pas de repères, qui n'a pas de fond de jeu spécialement. Ils ne sont pas fait une préparation pendant 6 mois ou pendant plusieurs matchs pour se roder et avoir un fond de jeu. Donc il ne faut pas non plus avoir autant d'ambition que ça, parce que c'est le début de l'assemblage de deux groupes. Et donc déjà, ce qu'il a réussi à faire, c'est déjà fort. Et pour moi, il a déjà gagné son pari, Majid, parce que c'était pas évident. C'était pas gagné d'avance, donc voilà, c'est tout. Je veux juste un peu tempérer. Et moi, là, c'est un peu le coach qui parle, parce que moi, quand j'analyse, j'ai une analyse un peu plus tactique, en disant, OK, voilà, il a quand même réussi à mettre des choses en place, tactiquement, en si peu de temps, qui sont pas évidents à mettre. Alors, justement, on va finir sur ça. Hein. Vous êtes maintenant de l'autre côté de la ligne de touche, j'allais dire, pas de la barrière, hein, parce que vous êtes plus sur la pelouse. D'habitude, vous flirtiez avec cette ligne de touche et le ballon ne sortait pas. Comment ça se passe pour vous dans ce nouveau métier en Allemagne? Oui, bah alors, là, je finalise, en tout cas, voilà, j'ai finalisé mes diplômes, une partie des diplômes. En parallèle, je suis donc le recruteur du Bayer Leverkusen, qui me permet d'être dans l'une des plus grosses cellules de recrutement du monde et de faire de l'analyse tactique et individuelle au quotidien. Donc voilà, là je suis entouré des meilleurs au monde et on fait que ça, on fait que de l'analyse tactique et technique tous les jours. Et donc voilà, c'est très plaisant, c'est très enrichissant et voilà. Je suis obligé de vous la poser cette question avant de vous laisser partir. Justement, le talent de footballeur que vous aviez et que vous avez encore sûrement maintenant vous a permis de porter le maillot de la sélection. Si justement vos qualités, et elles le sont certainement, et on espère de l'expérience en tant que ce regard technique et en tant que coach, est-ce que vous ne pensez pas aussi refaire le chemin inverse comme l'a fait par exemple Bouguera et un jour prendre une sélection nationale? Est-ce que ça vous trotte pas dans un petit bout de votre tête? Bien sûr que si, en tant qu'Algérien, c'est dans un coin de la tête et après voilà, le moment voulu, les choses se passeront si ça doit se passer et puis après voilà, je laisse la place au Maktoub et puis on verra. Kulchi Maktoub, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Pour votre nouvelle aventure. On reste sur cette Coupe d'Afrique des Nations. Il se dit beaucoup de choses sur cette Coupe d'Afrique. Le Cameroun lui-même a dit, je crois, Mahmoud, qu'il ne serait peut-être pas prêt le jour de la cérémonie d'ouverture. On a entendu plein de choses. Est-ce qu'on doit s'inquiéter ou que la Coupe d'Afrique aura bien lieu en temps voulu? Alors, c'est plus sur date qui avait été évoquée par le comité d'organisation, qui est revenu en disant qu'il ne serait peut-être pas prêt à cette date, mais à une date ultérieure. Ça a tout de suite provoqué une polémique sur le continent et ailleurs, et une rumeur a enflé ces dernières heures et ces derniers jours, disant que la CAN serait peut-être délocalisée, Farid, en fait, la rumeur, au Qatar. C'est un ancien... c'est un ancien joueur égyptien, je crois, qui est à la... Un ancien membre du bureau exécutif. Voilà, qui a... Ça a été peu lâché sur un plateau en disant qu'il se pourrait que le Cameroun lâche cette compétition pour justement le Qatar. Et là, moi, ça m'a un peu... comment la Coupe d'Afrique quitterait le continent? Ça nous a tous secoués. Pardon, vas-y. Voilà, je vais juste expliquer. Déjà, délocalisation vers le Qatar, selon les règlements de la CAF. Okay. Déjà, il faut qu'il n'y ait aucun pays en Afrique capable d'organiser la Coupe d'Afrique pour qu'elle change de continent. Et encore, faut-il avoir l'accord de la FIFA? Bon, on sait qu'il y a un lobbying de la part du Qatar et de certains membres de la FIFA pour que au Qatar pour des raisons économiques, de business, géostratégiques, etc. Mais selon les informations que j'ai pu obtenir aujourd'hui auprès de gens bien placés dans le comité d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations, tout est prêt. La preuve, aujourd'hui, le trophée a été acheminé au Cameroun. Il reste un point d'interrogation sur le stade Olembe. C'est le stade qui va accueillir la cérémonie d'ouverture, le match d'ouverture et la finale. Il faut qu'il soit prêt à temps. Et les Camerounais ont réitéré aujourd'hui leur assurance que le stade sera prêt avant le 9 janvier. Sinon, toutes les autres infrastructures sont prêtes. En fait, le Cameroun
prêt, quoi. Il reste juste à finaliser le stade d'ouverture. Le stade Olympé, le stade où il y aura le match d'ouverture et la finale. Et là, je pense, mais il faut dire à la décharge du Cameroun que lorsque la Cameroun il y avait 16 équipes. Ouais. Il y avait 16 équipes, voilà, pas 24 équipes. Quand on a désigné le Cameroun, c'était 16 équipes et c'est devenu 24. Voilà, le cahier de charge parlait de 4 stades, voilà. et non pas de 6 au minimum. Donc il faut être un peu indulgent avec les Camerounais, mais je pense qu'ils vont tenir, on veut que ça reste en Afrique, il faut que ça se joue au Cameroun, absolument, c'est une fête africaine. N'en déplaise à certains entraîneurs, moi j'ai été furieux de lire la déclaration de Jürgen Klopp qui a minimisé la Coupe d'Afrique en disant qu'est-ce qu'il avait dit? Un petit tournoi. C'était un petit tournoi. Mais il a compris qu'il avait dit une grosse bêtise. Parce qu'il s'est rétracté 2 jours après en disant c'était de l'ironie. Parce qu'il avait 2 joueurs qui étaient furieux. Les 2 grandes stars de Liverpool. 4 joueurs, 4 titulaires. 2 grandes stars quand même. Oui, il a Sadio Mané, le Sénégalais. Mohamed Salah, l'Égyptien. Keita, le Guinéen. Et Matip, le Camerounais. Donc c'est 4 joueurs qu'il va quitter. Il a l'habitude de jouer. Lui, c'est le gars qui ne change pas son équipe, sauf qu'il y a une blessure ou une suspension. Contrairement à Pep Guardiola, qui a eu l'intelligence de mettre souvent Mahrez sur le banc de touche pour habituer Gabriel Jesus à jouer à sa place en l'absence de Mahrez dans la Coupe d'Afrique. Parce qu'en janvier, il ne sera pas là. L'avis de notre confrère tunisien aussi sur cette question. Tout à fait. Vous lui avez posé cette question. On lui a posé la question cet après-midi. On va l'écouter et on est tous du même avec lui au final. Hein. On va l'Afrique aux Africains, c'est bien ça. Tout à fait. On va l'écouter. Autre information, j'étais avec un membre de la CAF ce matin. Il m'a expliqué que je vais redire le mot tel qu'ils m'ont été dit, hein, tel qu'ils m'ont été dit, tel que m'ont été dit exactement. C'est du fantasme. C'est du fantasme. Il n'y aura pas de localisation de la CAN. La CAN sera jouée au Cameroun, mais par contre, on peut avoir un changement de date parce que cela correspond à la même date de la Coupe du Monde du club. Et ça, c'est encore un très bon point d'interrogation. Qu'est-ce qu'ils veulent faire avec une CAN? Qu'est-ce qu'ils veulent faire avec notre nation? Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire avec notre football? Une fois, ils veulent jouer la CAN l'été, pas l'hiver, parce que le club européen ne veut pas. L'autre fois, ils voulaient délocaliser la CAN au Qatar. Puis, on veut disputer une Coupe du Monde tous les 2 ans. Puis, on fixe la Coupe du Monde du club au même temps et ça coïncide avec la Coupe du Monde du club. Et vous avez l'exemple déjà. Par exemple, Moussa Mariga qui a déjà dit qu'il ne participera pas à la CAN avec sa sélection du Mali parce qu'il préfère jouer la Coupe du Monde de club avec son club Al Hilal, même si Moussa Mariga, ça fait pratiquement 4-5 mois qu'il n'a pas mis les pieds en sélection. On ne sait pas pourquoi. Mais si je résume ma réponse, on est vraiment triste. Le fait de dire que cette Coupe d'Afrique peut être délocalisée vers un autre pays, vers un autre continent carrément, ça me fait mal au cœur en tant qu'Africain, en tant que Tunisien, en tant que supporter de football africain. Et là, avec tous les problèmes qu'on a pour la... Ah oui, il est remonté. Il est remonté comme nous tous, effectivement. C'est scandaleux. Il est inacceptable et que notre compétition, la grande fête du football africain se passe dans un pays. Mais qu'est-ce qui gêne les grands clubs européens? C'est que la CAN tombe en plein milieu d'une saison, c'est ça? Non, alors, grâce à l'aplaventrisme, je le dis, de Ahmed, le président de la CAF, la date de la Coupe d'Afrique a été changée. Au lieu de au mois de janvier, c'était devenu au mois de juillet. Et c'est en juillet que l'Algérie avait remporté la Coupe d'Afrique 2019. Et c'était prévu que cette Coupe d'Afrique 2021 se joue l'été dernier. Mais à cause de la Covid-19, elle a été déplacée de 6 mois. Okay. Mais normalement, ça se joue en été. Donc ça n'a rien à voir. Mais moi, je me demande comment se fait-il que le nouveau président de la CAF, M. Motsepe, le Sud-Africain, qui est un homme d'affaires, un businessman, qui a élaboré sa campagne sur le fait que lui, businessman, il va ramener de l'argent et des sponsors pour le football africain, comment se fait-il pour que la compétition africaine soit aussi très forte financièrement comme la Champions League européenne ou l'Euro. Oui, ça c'est... Mais quand on voit que Gianni
FIFA, il est venu dans un pays, dans un certain pays, il a distribué le rôle ouvertement devant les caméras. Toi, tu seras président de la CAF. Toi, tu seras membre du comité exécutif de la FIFA. Toi, tu seras vice-président de la CAF. C'est du bakchis, c'est normal. Voilà, et c'est pas normalement comme ça. Bien sûr que la FIFA est devenue, guillemets, pour que je dis entre guillemets, pour que ce ne soit pas très violent, est devenue esclave de la FIFA et de l'Europe. Moi, je dis que Issa Hayatou, le Camerounais, malgré... Mais on ne peut pas être esclave de la FIFA sans traître aussi. Oui, bien sûr. Aussi, mais Issa Hayatou, avec tout son passif dans la corruption, etc., mais il était à cheval sur la souveraineté de l'Afrique. Il avait refusé de changer la date du déroulement de la CAF. Il n'a jamais accepté de changer la périodicité de la CAF. Il a dit la CAF c'est chaque 2 ans parce que c'est la seule vraie entrée d'argent de la CAF. Et non pas chaque 4 ans comme le souhaite l'UEFA parce que c'est la pression des clubs européens qui veulent épargner leurs joueurs africains. Non mais Riyad, il faudra qu'on organise une émission sur ce thème-là, sur la place de l'Afrique dans le sport mondial et dans le football. J'arrive toujours pas à comprendre qu'on n'ait que 5 places qualificatives à la Coupe du Monde. C'est inconcevable, c'est inadmissible. Le football africain offre de grands footballeurs au football mondial. Bien sûr, c'est la même chose. C'est votre avis? 5 équipes, c'est trop peu. C'est trop peu pour un continent qui a quand même assez 53 fédérations. 53 fédérations, et en le comparant par rapport à l'Europe, même, mais ce qui m'agace et ce qui me fait mal au cœur, c'est l'ingérence dans le football africain. Il y a eu trop d'ingérence, même s'il y a eu des conflits déjà par rapport à la programmation de la Coupe d'Afrique. Généralement, c'était les clubs anglais. C'est l'intérêt des clubs. Exactement, parce que beaucoup plus c'est l'intérêt des clubs anglais. C'est là où ça a commencé le gros a commencé. Pas seulement, Delors, quand il était en sélection, la pression qu'on a mise sur lui, c'est surtout à cause de la Coupe d'Afrique des Nations. Qui aussi. ça? Delors. C'est qui ça? C'est un joueur qui ne marque plus. C'est un joueur qui ne marque plus depuis. C'est un joueur qui ne marque plus en club depuis qu'il joue dans le club anglais, parce qu'en cette période, il jouait le Boxing Day, donc pour eux. L'Angleterre que vous connaissez bien. Voilà. Boxing Day, pour ceux qui ne le savent pas, c'est les matchs des jours de fête. C'est boîte, c'est cadeau, c'est pendant que les autres emballent les cadeaux en Angleterre, on joue au football. Et Liverpool, Jürgen Klopp a introduit une demande officielle pour que ces joueurs internationaux ne rejoignent leur sélection que le 2 janvier, c'est-à-dire après la fin du Boxing Day. Parce que selon la réglementation FIFA, les sélections peuvent récupérer leurs joueurs 15 jours avant le début de la compétition, donc vers le 24 ou le 25 décembre. Là, il fait le forcing, il essaie de négocier avec le Sénégal, le Maroc, le Cameroun et la Guinée pour qu'ils gardent... Non, il a des joueurs algériens. Je pensais que c'était juste tout le championnat anglais. Oui, il parle de 6 joueurs à lui. Pour que ces joueurs internationaux africains ne soient libérés que le 2 janvier, mais ça risque pas de passer. C'est vrai, parce que c'est la ligne droite, c'est la dernière ligne droite pour le titre, donc ça joue généralement en Boxing Day. Donc, en fait, c'est ça qui fait peur au club anglais, c'est que le titre se joue pendant les vacances de fin d'année. Il y a une phrase célèbre, le Boxing Day. Selon les statistiques, non, le titre peut ne pas se jouer durant le Boxing, mais il peut se perdre. Voilà, c'est ça. À 90%. Redites-nous la phrase. En anglais, vous allez nous le dire. Non, en français. La phrase, c'est le titre ne peut pas se gagner au Boxing Day, mais peut s'y perdre. Il peut se perdre. Beaucoup. Alors, toutes les équipes qui ont perdu 2 de leurs 3 matchs des jours de fête n'ont jamais remporté le championnat. En fait, ils jouent entre le 15 et le 20. Ils jouent le 24. Et il joue aussi le 31, c'est-à-dire le jour du... et il joue le premier. Donc il joue le lendemain de Noël, il joue le jour de l'an, et après 3 jours après. Et il joue le lendemain. C'est 3 matchs en 10 jours. C'est énorme, et c'est beaucoup d'argent, parce qu'ils savent faire du spectacle. C'est peut-être le championnat qui rapporte le plus d'argent. Là, le contrat de droit de diffusion vient d'être re-signé avec le NBC aux États-Unis pour plusieurs milliards d'euros. Milliards. C'est le championnat le plus rentable. C'est notre ami qui viendrait bien encaisser pour le championnat algérien. Alors, on va revenir. Oui, une Coupe d'Afrique, c'est même quelque chose d'énorme. Belmadi, il est parti la gagner, mais aller jouer en Afrique, beaucoup disaient, moi je disais, parce que c'était mon avis,
Je préfère gagner une Coupe d'Afrique que me qualifier pour la Coupe du Monde. Est-ce que c'est votre avis aussi? C'est pas mon avis, mais je dirais beaucoup plus la Coupe d'Afrique. C'est très agréable. C'était très agréable de la gagner en 2019. C'est une référence parce que c'est deux compétitions différentes. Donc, mais la jouer au Brésil, ça a dû être quelque chose aussi. C'est magnifique. Hein. Ça maintenant, peut-être que parce qu'il l'a remporté déjà en 2019, maintenant, Djamel Belmadi ne parle que de Coupe du Monde, Coupe du Monde. Moi, je pense que l'explication... Il a dit que c'était son rêve. Oui, mais l'explication... Déjà, ça se déroule au Qatar. Qatar, c'est le pays qu'il a révélé en tant qu'entraîneur. Voilà. Mais moi, je pense que c'est aussi une manière d'éloigner la pression de ces joueurs durant la Coupe d'Afrique. Parce que la sélection algérienne sera scrutée durant la Coupe d'Afrique. C'est le tenant du titre. Imaginez si l'Algérie passe à côté de la plaque. Voilà. Donc là, il dit déjà il prépare ses joueurs. C'est-à-dire même si vous ratez, et même il prépare le peuple algérien, même si l'Algérie vous décevra en Coupe d'Afrique, l'objectif, ne l'oubliez pas, c'est d'aller en Coupe du Monde. Donc il faut attendre mars pour juger cette équipe. Alors, Saïd Belkalem, vous connaissez à peu près cette équipe. Je ne sais pas si on peut la juger sur le tournoi qualificatif pour la Coupe du Monde, qui n'est pas terminé encore. Hein. Il reste le tirage au sort le 18. Alors là, le tirage au sort, c'est un imbroglio. Ouais. La FIFA a annoncé que le tirage au sort allait avoir lieu le 18 décembre, en marge de la finale de la Coupe arabe. Parce que c'est une compétition FIFA quand même. C'est à la FIFA de faire le tirage au sort. Mais le comité exécutif de la CAF, lors de sa dernière réunion, a dit que le tirage au sort allait avoir lieu entre le 24 et le 28 janvier, en marge de la Coupe d'Afrique des Nations. Moi, je préfère croire la FIFA, parce que c'est une compétition FIFA, donc on va attendre. Soit le 18 décembre, soit fin janvier. Nous, on avait annoncé le 18 parce que c'est ce qui avait été annoncé par la FIFA. Par la FIFA, c'est la FIFA qui avait annoncé, même précisé, en marge de la finale de la Coupe d'Afrique, FIFA Coupe d'Afrique qui aura lieu, bien sûr, au Qatar. Il faut accorder les violons entre la CAF et la FIFA. Je disais, le niveau de la sélection en 2019, est-ce qu'il est le même qu'actuellement? Certains joueurs ont un peu baissé de niveau, même s'il y a eu de nouveaux joueurs. Zerouki est arrivé, par exemple, et j'en passe. Est-ce que vous pensez qu'on peut encore... Non, déjà, il y a c'est impossible, ma question ne peut pas être posée. Je vais dire, est-ce qu'on peut encore créer la surprise? Mais on ne peut pas créer la surprise parce que tout le monde nous attend maintenant. Ouais. Nous attend. Est-ce qu'on peut encore surprendre les gens alors que tout le monde nous attend? Et surtout avec une équipe qui ne me paraît pas plus forte que celle de 2019. Non, voilà, on doit pas être pessimiste parce que... non, je ne suis pas, je fais juste... Même si c'est une... ouais, c'est vrai. Donc, je dirais, c'est vrai, on compare les deux équipes en 2019 parce que ça a créé une surprise là, parce que personne n'attendait cette équipe qu'elle ait arraché ce trophée en plus en Égypte. Donc c'est ce qui est compliqué un petit peu. Mais voilà, après, il faut voir le temps de jeu de certains joueurs par rapport en 2019. Parce que certains joueurs en 2019, ils étaient quand même compétitifs par rapport à cette période-là. Certains joueurs, ils manquaient de compétition, ils manquaient de fraîcheur physique. Par exemple, il paye son passage à Lyon, où il a resté une saison, où il a joué quoi? Un match de championnat et deux tours de coupe, c'est tout. Il a beaucoup perdu. Ça peut arriver à n'importe quel joueur, donc voilà. Non, mais j'accuse pas, je dis ça arrive dans la carrière d'un joueur parfois de... Voilà. Mais il se trouve que la charnière actuelle, pardon, Saïd, Belhamini, Mandé, les deux ne jouent très peu. Voilà, ils accusent un déficit sur le plan physique, tous les deux en même temps. Et on sait, on a déjà un défenseur central avec nous. C'est la question que je voulais poser. La force de la charnière centrale, c'est la complémentarité entre les deux. On peut avoir individuellement les deux meilleurs arrières centraux du monde. S'il n'y a pas complémentarité entre eux, ça ne marchera pas. Donc les deux, on l'a vu sur le match contre le Burkina Faso. Les deux buts inscrits par le Burkina, c'était parce que les deux défenseurs ont été pris de vitesse. Sur les deux buts. Surtout Belhamri, Bendé un peu moins. Donc la fraîcheur physique, c'est important. Le fait de jouer régulièrement, c'est important. Même pour un défenseur central qui dépense moins d'efforts à courir que d'autres, par exemple, qu'un de terrain ou un attaquant. Donc la compétitivité, surtout le fait de jouer régulièrement, ça joue énormément. Et c'est là pour moi aujourd'hui, c'était un message envoyé Djamel Bouguera. Et je ne pense pas que Béti Bouguera, et je ne pense pas que Djamel Belmadi soit étranger à ça. Aujourd'hui, Djamel
était sur le banc, Sur le comme le dernier match. Est-ce qu'il est blessé? Je ne pense pas, parce qu'il s'est entraîné cette semaine. Je pense que c'est un message comme quoi il n'est pas en forme. Ils ont préféré Badran. D'où ma question, défenseur central de l'équipe nationale. En fait, on ne va pas se substituer à Belmadi, c'est pas ce que je vais vous demander. Je vais vous demander les difficultés de ses choix. C'est pour ça que le boulot de sélectionneur, parce que le sélectionneur, il ne va pas faire copain-copain avec un joueur, il a envie de gagner. Donc il a envie d'avoir les meilleures armes pour gagner. Quand il a les deux meilleurs joueurs qui jouent ensemble, comme a dit Faïd, parce que c'est une paire centrale, qui ont des automatismes, des réflexes, des sensations, c'est comme ça, vas-y toi, c'est toi qui avances, moi je suis le deuxième rideau, c'est comme ça que généralement que ça se passe. Les joueurs comme ça, qui sont des piliers de son équipe, ils font partie de l'âme de l'équipe et ça ne fonctionne pas. Il fait comment? Il fait l'impasse, il ne les prend pas, et même s'il ne les prend pas, il a essayé aussi d'autres joueurs pendant longtemps pour se faire une opinion. C'est quand même compliqué sur certains choix. Ouais, c'est vrai, c'est compliqué surtout pour Jamel, lui qui a eu ces joueurs-là avec lui pendant 3 ans, donc pour trouver, je crois, déjà il a des solutions dans sa tête, parce que voilà, c'est pas un club, c'est une sélection, donc il y a plusieurs joueurs, il peut prendre n'importe quel joueur à n'importe quel moment, donc à n'importe quel club aussi, donc c'est vrai. Ça arrive qu'un joueur on le prend à la dernière minute parce qu'on n'a pas le choix, oui. Et puis il explose, il fait une super Coupe d'Afrique. Je me souviens de Gawawi qui avait remplacé, je crois, Mezaïr en 2004 en Tunisie, je crois. Oui. 2004 2002 ou 2004? Non, à l'époque, il y avait Hamnet. Amar. Non, mais il est venu plus tard. Il est venu plus tard, il avait joué face au Cameroun, je crois, et il avait fait une super Coupe d'Afrique alors que personne ne l'attendait. Il était numéro 2. Là, je prends le poste de gardien, c'est particulier. Mais parfois, on choisit des joueurs et puis ils s'affirment alors qu'on ne les attendait pas à ce poste. Ils prennent les joueurs selon leur forme déjà, physique, donc selon leur compétition aussi. Donc, je dirais beaucoup plus, Jamel, il aura le choix d'ici là de choisir ses joueurs. Le meilleur exemple, c'était la campagne éliminatoire Coupe du Monde 2010. Le premier match du 3e tour contre le Rwanda. Il était prévu que ce soit Samir Zawi qui joue, mais après, à cause d'un tesson de verre qui lui est tombé sur le pied, il s'est blessé. Et c'est Al-Fiqh Khalij qui est rentré, et depuis Al-Fiqh Khalij est devenu titulaire. Voilà l'expression, ça me replace. Voilà. Donc, non, il y a des occasions, occasions, surtout en équipe nationale. En club, peut se faire parce que c'est une longue saison. Mais en équipe nationale, les dates FIFA sont très peu nombreuses, il y a très peu de matchs. Quand on a une opportunité, il faut la saisir. Et même sur les autres postes, il y a des joueurs qui reviennent. Par exemple, Riyad Boudbous qui est en train de faire un retour en force, repositionné plus bas. Non, mais n'allez pas jusqu'à Saint-Etienne. Juste ici, je trouve que Brahimi fait un super tournoi. Oui, tout à fait. Brahimi est en train de retaper à la porte. Moi, en tout cas, c'est un des meilleurs. C'est le but aussi de cette compétition. C'est le but. C'est le but de cette compétition. Pour moi, c'est un des meilleurs joueurs de la sélection depuis le début. Pour moi, c'est le meilleur. C'est le meilleur joueur. Exactement. Donc c'est. Alors, messieurs, pour terminer sur cette Coupe d'Afrique des Nations, je vous l'avais dit, Belmadi, quand on avait posé la question, est-ce que vous misez sur la Coupe d'Afrique ou c'est la Coupe du Monde? Il a clairement dit, moi, c'est la Coupe du Monde. Mais il va la jouer à fond. Est-ce qu'une contre-performance, comme vous avez parlé tout à l'heure en Coupe d'Afrique, pas aller en finale, s'arrêter au quart, je ne pense pas qu'on ne passe pas le premier tour. Est-ce que mentalement, ça ne va pas agir sur le match barrage ou alors la tête est déjà au match barrage? Moi, je pense que Jamel Belmadi a anticipé déjà cette éventualité en disant, c'est pour ça qu'il focalise. L'important, c'est la Coupe du Monde, l'important, c'est la Coupe du Monde. Pour dire, même si vous ratez la Coupe d'Afrique, c'est pas grave. Pour moi, c'est ça. Parce que Jamel Belmadi ne dit jamais les choses comme ça a l'air. S'il a focalisé sur ça, c'est le message qu'il a voulu faire passer. Alors, on va revenir sur aussi un autre mystère, c'est est-ce que l'invincibilité de l'équipe nationale, on va comptabiliser les matchs du Qatar ou pas? Pour l'instant, on est dans les 36, 33, officiellement 33. Mais avec 3 matchs sans perdre, on est à 36. Voilà. Alors là, ça veut dire on est à un match de l'Italie, c'est quand même énorme. Alors là, c'est un très gros problème. Il reste 2 minutes. La réponse, oui, alors rapidement. Puisque du moment que la FIFA a envoyé une directive, comme quoi les matchs de la Coupe d'Arabe seront comptabilisés comme des matchs amicaux en dehors des dates FIFA. Donc c'est l'Algérie qui joue.
C'est l'Algérie. C'est pas l'Algérie de Belmadi ou bien l'Algérie de Bougoula, c'est l'Algérie. Donc normalement, ça doit être comptabilisé. Mais de l'autre côté, l'Algérie peut dire, ben c'est pas le même coach. C'est également le cas d'autres sélections. Donc c'est encore flou. Mais je pense que ça sera comptabilisé. Donc on est à 36. Oui. Voilà. On est à 36, on est à un match de l'Italie. On arrive à la fin. Saïd Borgalé, merci d'avoir été notre invité. C'est une question très difficile quand on la pose à l'ancien joueur. Quand vous voyez comme ça les joueurs en sélection et vous les regardez jouer, ça vous démange pas les crampons un peu? Ouais, c'est vrai, ça mange les crampons, mais après, voilà, il faut savoir quitter la table quand il faut. Donc, on va laisser cette chance à certains joueurs quand même de réaliser leur rêve aussi. Donc, voilà, on est sorti proprement. On va laisser à ces joueurs de découvrir cette compétition et nous faire plaisir à nous, faire plaisir à leur famille et voilà. Et aux supporters. Les supporters algériens. La vie est belle après avoir raccroché les crampons? Ouais, je dirais, je suis quand même fier de moi. Parce que oui, on est fiers de vous. Et on est fiers de vous. Merci d'avoir été là. Merci, messieurs. Dommage que les blessures les privées d'une carrière encore plus intéressante. Super joueur. Merci beaucoup. Merci, messieurs. On se retrouve mardi prochain. Il va y avoir encore du sport mardi prochain. Merci de votre fidélité. Et on se dit à la semaine prochaine. Restez fidèles au programme de Canal Algérie. Inch'Allah.